On vous remercie d'être venu ce soir pour cette conférence sur les abeilles. Alors, je me présente, je suis Richard Sandrine et je suis chargée au sein du CNES des études environnementales. Et dans le cadre de ce qu'on appelle les plans de mesure environnement, on a donc choisi d'utiliser la biosurveillance du milieu naturel par l'abeille mélipone et cette année Apis mellifera pour comprendre l'impact que les lancements peuvent avoir sur le milieu. Donc, c'est dans le cadre donc, de ces études qu'on étudie ce sujet spécifiquement. Alors, je ne vais pas aller plus loin puisqu'on a les grands spécialistes du sujet ici. Donc, je vous présente Nicolas Brem, ici présent. Tu te présenteras plus longuement. Et Jean-Philippe Champenois qui participe à ce projet. Donc, je leur laisse la parole et puis après la présentation, si vous avez des questions, on sera là aussi, bien sûr, pour y répondre. Donc, à tout à l'heure. Bonjour. Donc, merci Sandrine. D'abord, je voudrais remercier l'accueil du Centre spatial pour cette conférence, parce que c'est vrai que c'est un programme de surveillance environnementale, basiquement, mais il est vrai que l'abeille appelle à communiquer sur l'environnement. On a un capteur qui n'est pas un capteur a priori technique et sur lequel en fait il y a aussi de l'affect qui a lieu. Et donc du coup, je vous remercie de nous inviter et en plus dans ce cadre qui est quand même assez exceptionnel. J'aurais jamais pensé parler d'un insecte dans la salle Jupiter à Kourou, sincèrement. Voilà, donc j'ai avec moi Jean-Philippe Champenois qui est notre apiculteur et notre technicien pour la mise en place de ces différentes ruches au sein du centre spatial. Et donc je vais vous présenter un petit peu tout le programme, en quoi il consiste et quels sont les intérêts également pour le centre spatial d'utiliser ces méthodes un petit peu bizarres par rapport à des méthodes traditionnelles pour suivre donc l'environnement. Donc je vais vous présenter d'abord notre bureau d'études. Donc ça aussi c'est quelque chose sur lequel je veux insister, c'est sur le fait que nous sommes en Guyane depuis maintenant 18 ans. Notre bureau d'études va avoir 18 ans bientôt. Et donc, pareil, je suis vraiment ravi de pouvoir participer en tant qu'entreprise de Guyane à des problématiques environnementales de Guyane. Ça ne veut pas dire qu'on reste en Guyane, on s'exporte, on fait 30% de notre chiffre d'affaires à l'export, mais je vais vous présenter un petit film qui va vous présenter notre bureau d'études. Donc je vais vous parler de la biosurveillance de l'abeille en général, des différents compartiments sur lesquels nous intervenons, donc sur les particules, sur la bioaccumulation dans les cires, sur l'analyse du miel, sur les travaux qu'on fait également sur l'abeille elle-même, les suivis de poids des colonies, etc. Ensuite, je viendrai à parler du contexte de la biosurveillance au sein de la base spatiale pour aller plus dans vraiment les problématiques de la biosurveillance au niveau du CSG et également tous les apports complémentaires de cette technique par rapport à des méthodes classiques. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais rester, je ne vais pas faire quelque chose une présentation hautement scientifique. Ce que je veux faire passer, c'est tous les éléments facilement compréhensibles de cette méthode. Et donc ensuite, je passerai la parole à Jean-Philippe qui vous parlera de la biologie des mélipones et de la comparaison avec les abeilles classiques que vous connaissez, les Apis mellifera, qui produisent le miel que vous achetez au supermarché ou sur les marchés, parce qu'il y a quand même beaucoup de producteurs de miel en Guyane, et donc il faut consommer localement. Et on vous présentera enfin les résultats et les perspectives. Donc, NBC, donc notre société, fait partie d'un groupe, d'un réseau de biosurveillance au niveau national. Donc, il y a des antennes un petit peu partout. Et la maison mère du réseau de biosurveillance est basée à La Rochelle et s'appelle Apilab. Donc, nous sommes en charge de la partie du rayonnement, on va dire, tropical de cette biosurveillance par l'abeille. Et aujourd'hui, enfin, vous verrez, mais aujourd'hui, on exporte grâce aux références que nous avons acquises
en Guyane et du savoir-faire qu'on a pu acquérir en Guyane. On exporte cette technologie aujourd'hui sur la Caraïbe, notamment sur la Guadeloupe, la République dominicaine, entre autres. Donc je vous présente rapidement, c'est un petit film qui dure 5 minutes, qui présente un petit peu notre bureau d'études. La société NBC est un bureau d'études et de recherche appliquée basé en Guyane française. Elle rayonne aussi dans toute la Caraïbe et l'Amérique latine. Ses domaines d'activité gravitent autour de l'eau et de l'environnement, mais pas seulement. NBC est un bureau atypique, ne se cantonnant pas au domaine des études. L'entreprise développe, innove, dépose des brevets, applique et même industrialise ses inventions. Ces travaux sont également appliqués aux populations nécessiteuses. Grâce à son panel d'équipements, le bureau d'études propose une grande diversité d'analyses in situ. Ces outils de terrain permettent la réalisation de campagnes de mesure telles que des bilans 24 heures. Ces nombreux bilans sont effectués chaque année pour des communes et différents maîtres d'ouvrage. Ils permettent de caractériser les rendements épuratoires des stations de traitement des eaux. La société réalise des analyses permettant de mesurer divers paramètres et concentrations d'éléments présents dans l'eau. Ces travaux permettent de qualifier le statut de ces eaux. Le bureau d'études est partenaire privilégié en Guyane de la société AC, leader mondial d'équipements destinés au monitoring et à l'analyse de l'eau. Ce partenariat exclusif permet d'assurer entre autres des audits techniques, la commercialisation et la maintenance de ces matériels de dernière génération. Le parc analytique de l'entreprise ne se limite pas au domaine de l'eau. Il permet également la réalisation de mesures sur la qualité de l'air, ainsi que des études géologiques. La position de la bouche, si elle est infère ou super, la taille de l'œil aussi. Il y a des poissons qui ont des gros yeux, d'autres qui ont des tout petits yeux. La société est agréée comme organisme de formation. Elle assure la formation de professionnels des métiers de l'eau, d'agents techniques de mairie, comme de fonctionnaires territoriaux. NBC réalise des actions de recherche appliquées et collabore avec différentes universités. Le bureau d'études mène des programmes de recherche à des fins de mise en place de brevets et d'applications, comme le procédé de traitement des eaux par rétrofiltration lente, déjà installé dans plusieurs communes de Guyane. Après avoir adapté et fait valider le procédé innovant en milieu tropical, la société dispose de l'exclusivité de ce brevet dans le département et la zone Caraïbe. L'innovation principale, ça a été d'arriver à gérer la production d'eau potable sans produits chimiques, en utilisant uniquement des ressources locales. C'est-à-dire qu'on a du ciment qui est produit en Guyane, on a du sable qui est originaire de Guyane, et c'est les uniques éléments qui nous permettent de produire de l'eau potable aux normes françaises. D'autres prototypes sont en cours, comme celui de la biosurveillance de la qualité de l'air par une abeille locale, la mélipone, inoffensive pour l'homme. Un projet novateur et unique en Guyane, réalisé en partenariat avec Apilab. Dans le cadre de travaux publics ou privés, le bureau d'études intervient en tant que maître d'œuvre ou assistant à maîtrise d'ouvrage. Pour ses clients, l'entreprise assure un accompagnement transversal et pluridisciplinaire dans le cadre d'une conduite d'opération ou d'une assistance. Grâce à son expertise, la société a gagné la confiance des plus grandes entreprises, telles que Vinci ou Suez, et des autorités guyanaises comme le Centre spatial ou la collectivité territoriale de Guyane. L'environnement est au cœur des préoccupations de la société NBC.
Ces domaines d'activité concernent aussi la préservation de la nature. Dans les savanes inondées de Caux, l'équipe participe à un projet pilote sur la limitation du développement du muku-muku. L'entreprise a été mandatée par la réserve de Caux et le parc naturel régional de Guyane afin de déterminer le meilleur compromis pour maintenir l'écosystème existant. La société NBC n'est pas un bureau d'études classique. Outre les programmes de recherche appliquée réalisés depuis plusieurs années avec différents partenaires institutionnels, l'établissement met en place de nombreuses actions de développement durable local en liaison étroite avec ses travaux de recherche et de développement. Le bureau d'études intervient également dans l'arc caribéen et en Amérique latine. Un exemple emblématique, la construction d'une station d'eau potable biologique et solaire en Haïti, permettant à un orphelinat de Grand Goâve d'être financièrement autonome dans son fonctionnement. L'entreprise travaille aussi pour des grands groupes comme Vinci Construction Grand Projet en République dominicaine ou Suez en Haïti. Le dirigeant de NBC est conseiller du commerce extérieur français en République dominicaine pour l'ambassade de France. NBC a célébré ses 10 ans en février 2013 et dispose aujourd'hui de nombreuses reconnaissances attestant de son sérieux et de son savoir-faire. Grâce à son équipe d'experts jeunes et dynamiques et à la grande diversité des prestations réalisées, la société poursuit plus que jamais ses nombreuses actions innovantes et de développement durable au cœur de l'Amazonie et de la Caraïbe. Voilà, donc j'ai préféré vous présenter le petit film rapidement, comme ça permet de savoir ce qu'on fait et de manière un peu plus synthétique. Donc maintenant je rentre dans le vif du sujet qui est la biosurveillance de l'air par l'abeille. Donc grâce à l'abeille, on travaille sur différents secteurs. On travaille d'abord sur les particules, comme je vous l'ai dit en introduction, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. L'abeille, les ouvrières, quand elles vont chercher du pollen et du nectar, tous les jours, elles sortent et elles vont aller chercher ces produits dans un rayon de 2 à 3 km autour de leur ruche. Et ce faisant, ayant des poils sur le dos, elles vont capter des particules de l'air de manière passive, par électrostatisme principalement. Et donc, tous les jours, en fait, on a des espèces de petits mini-drones qui travaillent pour nous et qui collectent de la particule. Donc, en termes de statistiques, on a des échantillonneurs qui sont absolument incroyables et qui nous permettent d'avoir une représentativité des particules de l'air, des particules fines en général, alors très fines comme les PM2,5 ou les PM10, suivant la taille de la particule. Et tout ça nous permet d'avoir une image des particules présentes dans l'atmosphère. Donc, ce faisant, ces particules ont différentes natures, ont des caractéristiques différentes. Ça peut être des particules naturelles comme du sable, du sel, ou des particules de latérite ou que sais-je, mais ça peut être aussi des particules qui sont originaires de l'activité humaine. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on expose des ruches, en général ce sont 3 ruches, qui sont exposées à une contamination potentielle, et on a 3 ruches témoins qui sont dans une zone écologiquement similaire, mais qui ne sont pas exposées à des contaminations industrielles ou humaines. Et donc, en comparant les types de particules que l'on retrouve sur notre témoin et sur nos ruches exposées, on a une vision très objective de la taille des particules qui sont collectées par les abeilles, et également, et c'est ça qui fait toute l'innovation du projet, c'est qu'on a la composition atomique de ces particules. Donc, globalement, sur le centre spatial, on a des ruches qui sont basées sur les différents pas de tir, donc Soyouz, Ariane, Vega, et on a des ruches témoins qui sont basées au niveau de la Césarée.
Et les fréquences d'échantillonnage que l'on pratique, c'est en général des échantillonnages en saison sèche et en saison des pluies. Donc 2 fois par an. Les échantillons sont prélevés de manière normée, c'est-à-dire qu'il y a une norme maintenant, une norme AFNOR, qui décrit parfaitement le mode opératoire du prélèvement. Alors, ce mode opératoire, il est normalisé sur les abeilles classiques, les apis. Hein. Quand je dis les abeilles classiques, c'est les apis mellifera, c'est-à-dire les abeilles qui vous produisent le miel que vous achetez. Donc ce protocole consiste on utilise un espèce d'aspirateur là, qui est en photo en haut à droite, et on récupère uniquement les butineuses, c'est-à-dire les abeilles qui reviennent. Les abeilles qui sont dans la ruche ne nous intéressent pas forcément, puisque en fait elles n'ont pas fait ce chemin d'aller récupérer de la particule. Ces abeilles sont ensuite, donc on n'en prend pas beaucoup, je vous rassure, hein, sur une ruche, en général, Jean-Philippe me contredira si je me trompe, mais on a 300-400 abeilles qu'on perd par jour parce qu'elles partent et elles meurent, tout simplement. Donc là, on prend une dizaine d'abeilles par prélèvement, ce qui fait qu'on a un impact qui est vraiment très ridicule sur la ruche. Ces abeilles-là, ensuite, on va les endormir avec du CO2. Donc là, on voit en bas une photo où on a une bouteille de CO2. Donc on les endort. Alors on les endort vraiment, c'est-à-dire qu'on ne les tue pas. La preuve en est, c'est qu'il faut travailler rapidement pour les mettre dans des petits tubes individuels avant qu'elles ne se réveillent. Si on travaille un peu lentement, eh bien, elles se réveillent. Donc on les endort vraiment au CO2. Et puis ces abeilles, ensuite, on va donc on les sacrifie. Hein, c'est une dizaine d'abeilles qu'on va sacrifier par ruche. On va les congeler et on va les lyophiliser pour qu'on puisse les envoyer au laboratoire sans qu'il y ait un pourrissement de ces abeilles. Alors, s'agissant des mélipones, donc les abeilles, les mélipones, on verra, Jean-Philippe va vous les décrire, mais pour faire rapide, ce sont des petites abeilles locales qui ont la particularité de ne pas piquer. Elles ont un dard, mais elles ont un dard atrophié, ce qui fait qu'elles ne piquent pas. Et c'est ces abeilles-là qu'on utilise sur le centre spatial. Et cette année, on utilise aussi les apis mellifera. Donc, si on a des prélèvements à faire sur les apis, on utilisera la méthode normalisée. Pour les mélipones, eh bien, les mélipones, c'est un petit peu plus compliqué et un petit peu plus fastidieux pour l'apiculteur, puisqu'il faut, on n'a pas une planche d'envol où les abeilles vont et viennent pour rentrer dans la ruche ou sortir de la ruche. On a un petit trou dans la ruche. Dans la ruche, c'est cette espèce de boîte en bois que vous avez vu en bas. Et on a un petit trou, et ce petit trou est protégé par une gardienne. Donc la gardienne, elle fait les entrées et les sorties. Eh bien, Jean-Philippe, qui fait les prélèvements, est obligé d'attendre qu'une abeille revienne de butinage pour l'attraper avec une pince à épiler, une petite pince, et sous le regard de la gardienne. Et il ne faut surtout pas attraper la gardienne, parce que la gardienne, il n'y a aucun intérêt, vu qu'elle reste dans la ruche, elle n'est pas partie butiner, donc elle ne s'est pas chargée en particules. Donc ça, c'est un travail qui est fait donc, en saison sèche et en saison des pluies. Donc là, on voit l'installation des ruches devant les différents pas de tir. On voit qu'elles sont sur des supports bien spécifiques, où on a un petit toit pour éviter la pluie. On a le petit toit, il est suffisamment haut pour pouvoir faire en sorte de ventiler et ne pas surchauffer la ruche, puisque dans la ruche, il y a une partie des abeilles qui sont dévolues à ventiler cette ruche pour la maintenir à une température correcte. On a des pieds qui sont remplis d'eau pour éviter d'avoir des fourmis qui montent et qui viennent coloniser la ruche. Donc, ça ne paraît pas, mais les choses ont été pensées. Ensuite, une fois que le laboratoire reçoit l'échantillon, on va on va mettre l'abeille sur une petite nacelle qu'on va mettre dans le microscope électronique à balayage en mode environnement. Et on va, donc en haut, on voit qu'on vérifie que l'abeille, puisque quand on ferme le tiroir du microscope électronique, il y a un vide d'air qui se fait, donc on vérifie par une caméra à l'intérieur que l'abeille est bien accrochée toujours sur sa nacelle et n'a pas été éjectée avec le vide d'air.
Et ensuite, eh bien, on a 2 écrans. Un écran où on va parcourir le dos de l'abeille et on va regarder la répartition des particules qui se trouvent sur le dos de cette abeille. Et un autre écran sur la gauche où on voit des espèces de courbes sur un fond bleu, des courbes jaunes sur un fond bleu. Ça, ce sont les pics d'absorption atomique qui vont sortir. C'est-à-dire que, de manière très concrète, on va les pointer avec la souris sur une particule, et dès qu'on pointe sur cette particule, on a la composition atomique de la particule qui sort. Donc, en fonction de ce qui sort, on va pouvoir dire que, par exemple, c'est du sel, ou c'est de l'aluminosilicate, ou si on a une particule de titane, ou si on a une particule de quelque produit que ce soit, on va avoir des pics qui vont sortir, et on va pouvoir, et c'est là où c'est quand même assez poussé, avoir la composition des particules. Donc, contrairement à des méthodes classiques où on va filtrer des particules de l'air et on va peser et on va voir combien on a de particules pour un volume donné, là, on va pouvoir donner une information sur le type de particules qu'on a en termes de taille et le type de particules qu'on a en termes de composition. Et tout ça grâce à notre petite abeille qui a collecté tout ça pour nous. Donc ces analyses sont faites en Guadeloupe, à l'Université de Guadeloupe. Donc là, c'est le laboratoire de l'Université de Guadeloupe. Donc on a régionalisé les analyses, c'est-à-dire qu'avant, on envoyait nos analyses, nos abeilles en France, et maintenant, donc, on a formé les gens à l'Université de Guadeloupe, et on utilise le matériel qui se trouve en Guadeloupe. Pourquoi on ne le fait pas en Guyane? Parce qu'en fait, on n'a pas eu l'occasion de travailler avec l'Université de Guyane sur ce modèle-là, et je ne suis pas persuadé qu'ils aient un microscope électronique à balayage non plus. Voilà, donc globalement, là vous voyez par exemple sur la photo la plus grande, on voit en bas à droite des grains de pollen, très clairement. En haut, l'espèce de grosse patate blanche, là, ça c'est une particule de PM10, donc une grosse particule fine. Et puis on a sur le côté des petits points blancs, mais vraiment tout petits. Ça, ce sont des particules fines. Donc le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir voir sur le dos de l'abeille la répartition des tailles de particules, et puis ensuite aller explorer, mais on passe 2 à 3 heures par abeille, à explorer chacune des particules qui sont présentes sur le dos de l'abeille. Et donc on a des pics qui sortent. Donc là, par exemple, on a un pic de silice, un pic d'aluminium. Le carbone et l'oxygène, c'est le carbone et l'oxygène de l'abeille en général, donc de la matière organique. On a un peu de potassium. Enfin, bref, voilà. Donc là, on a un aluminosilicate globalement, ici. Alors, donc cette biosurveillance nous permet d'aller très loin dans la mesure, c'est-à-dire qu'on peut avoir donc des informations sur les métaux lourds qui sont dans l'atmosphère, sur les HAP, sur les dioxines, les furanes, par exemple. On utilise cette méthode sur des centres d'incinération en France, très souvent. Sur les pesticides, alors je vous donne un exemple. En République dominicaine, il y a des productions de bananes biologiques. Et donc, on a installé des ruches au sein de la bananeraie pour vérifier qu'il n'y ait pas de contamination de pesticides de parcelles environnantes qui sont en agriculture traditionnelle. Et donc, du coup, ça permet à l'agriculteur au producteur, d'avoir une vérification factuelle et une certification du fait qu'il n'ait pas de pesticides sur son exploitation. Donc c'est une méthode complètement alternative, mais qui permet d'avoir des éléments vraiment factuels à présenter, et pas seulement, par exemple, dans le cas de cet agriculteur biologique, pas seulement sur des bonnes pratiques ou autres. C'est-à-dire que là, on regarde vraiment ce qui se passe objectivement au sein de la plantation. Donc, on travaille également en termes de biosurveillance, pas seulement sur les particules, mais on travaille aussi sur la bioaccumulation de certains produits, et notamment de certains produits dans les cires. Les cires dans une ruche, ce sont des matériaux de construction,
Et donc, ce sont des matériaux que les abeilles ne vont pas raffiner énormément. C'est vraiment du béton, quoi. Donc, elles construisent avec ça. Et il se trouve que dans ces produits, eh bien, on retrouve un certain nombre d'éléments qui peuvent être des contaminants anthropiques, enfin d'origine humaine. Donc, quand on travaille notamment sur les pesticides, on travaille beaucoup sur les cires parce que ça nous permet de pouvoir vérifier. Là, on l'a fait par exemple sur l'exemple que je vous ai donné sur la bananeraie. On a screené 600 pesticides pour voir s'il y avait ou non des pics qui sortaient. On fait également des analyses de miel régulièrement. Alors le miel, ce n'est pas un produit où on va retrouver beaucoup de choses parce que c'est un produit qui, lui, par contre, est très raffiné. Donc sur le miel de mélipone, là on voit Jean-Philippe en train de le prélever. On verra pourquoi il utilise une seringue et qu'il n'utilise pas les matériels traditionnels. Tout simplement parce que voilà, la biologie de la mélipone n'est pas du tout celle de l'Apis mellifera, et on est obligé de prélever dans des pots à miel, un miel assez liquide. Et ce miel, on l'a analysé également, le miel des ruches exposées, puisque là on voit clairement qu'on a le pas de tir derrière. Et on a analysé ce miel en laboratoire. Alors là, en l'occurrence, c'est dans un laboratoire en France métropolitaine. Donc voilà, donc là c'est les rapports d'analyse, donc des fois sur les cires, des fois sur le miel, et tout ça, toutes ces analyses sont faites dans des laboratoires qui sont certifiés et accrédités. Alors, outre les particules, outre le miel, outre les cires, on travaille également sur l'abeille elle-même. C'est-à-dire qu'une abeille qui va être exposée à un contaminant, à un stress environnemental, va être impactée. Et cet impact, on le lit sur la base des protéines qui composent l'abeille. Et en fonction du niveau de stress environnemental que va subir l'abeille, ce niveau d'oxydation des protéines va être plus ou moins important. Donc là, on a fait, par exemple, c'est le graphique de droite, on a fait des essais entre les abeilles exposées et puis nos abeilles témoins. Et globalement, on n'a pas eu beaucoup de grosses variations, si ce n'est une fois sur un tir, on a vu une différence qu'on a pu quantifier, où on a vu qu'il y avait eu un niveau d'oxydation un peu plus important sur le site de Tangara par rapport à notre site témoin. Malgré tout, on a eu du mal à l'expliquer parce que sur d'autres tirs, on n'a pas eu ce type de différence. Donc voilà, simplement, c'est une méthode qui est quand même très intéressante parce que on est au-delà, on est vraiment sur le corps de l'abeille, on n'est plus seulement sur ce qu'elle rapporte à la ruche. Juste une petite parenthèse pour montrer un petit peu l'innovation et comment on est arrivé à faire ce type de test. Ce type de test colorimétrique sur le niveau d'oxydation des protéines, c'est une start-up française qui a développé cette méthode-là pour l'industrie cosmétique, pour L'Oréal. Et en fait, vous savez, quand on est vieux, on peut avoir des taches un peu brunes sur les mains. Ça, c'est des protéines oxydées. Et en fait, cette start-up a développé cette méthode de quantification des protéines oxydées pour l'industrie cosmétique, pour tester des pommades anti-âge. Et du coup, on s'est inspiré un petit peu de ce travail-là et on l'a appliqué à l'abeille. On a fait des essais, on a fait des tests. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des réponses tout à fait pertinentes. Et donc, du coup, maintenant, on utilise ce type de biomarqueurs pour faire les suivis environnementaux avec les abeilles. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est que on travaille aussi, donc je vous ai dit sur les abeilles, mais on travaille aussi sur la ruche entière, c'est-à-dire sur l'ensemble de la colonie. Alors, pour travailler sur l'ensemble de la colonie, on a des capteurs, on place sous une ruche des balances qui nous permettent de voir l'évolution du poids de la ruche. C'est-à-dire que concrètement, on voit ça en temps réel. On peut voir les abeilles sortir le matin, rentrer, etc.,
c'est tellement fin comme niveau de détection, c'est qu'on arrive à voir sur une même journée les entrées et les sorties. Mais surtout, ça nous donne des informations sur l'état de la colonie. Est-ce qu'elle progresse? Est-ce qu'elle produit du miel? Est-ce qu'elle produit des cires? Est-ce que la colonie continue à se développer? Et donc ça, c'est très très intéressant parce que ça nous permet d'avoir une vue globale sur l'ensemble du fonctionnement du rucher. Donc on ressort des courbes de poids, on a également donc des informations de température intérieure et extérieure de la ruche. On peut même mettre en place un petit système, donc là on ne l'a pas fait ici, mais moi je l'utilise en République dominicaine. J'ai une petite station météo qui est associée à ce système-là et qui me permet de voir aussi les temps de pluie. Et donc je vois par exemple si mes abeilles ne sortent pas trop, j'ai l'information de la pluie, donc je sais que c'est à cause de la pluie qu'elles ne sortent pas trop, ce n'est pas à cause d'une autre raison. La biosurveillance, comme je vous l'ai dit, il y a un côté un petit peu affectif de l'abeille. L'abeille a une image assez positive au niveau du grand public. Et le fait d'utiliser ce capteur qu'est l'abeille permet de communiquer. Alors de communiquer au niveau interne, comme donc le Centre spatial le fait très bien, avec des revues internes, et donc il y a des articles qui paraissent régulièrement. Et puis, alors là, c'est la première fois que je le fais une conférence où il y a des membres du Centre spatial. Mais par exemple, en République dominicaine, j'ai comme client Total, Air Liquide, Vinci Airport, etc. Et je fais à peu près tous les 3 mois des conférences sur l'abeille, alors sur différents thèmes. Là, je vous présente la biosurveillance, mais après, je fais des petites conférences sur la vie de l'abeille, sur comment on récolte le miel, comment on entretient la ruche, etc. Et les employés, par ce biais de ces conférences, s'impliquent vraiment dans des démarches environnementales et se posent des questions environnementales. Il y a des questions, il y a des échanges. Et cette communication interne par le biais de ce procédé est vraiment très, très positive au niveau de l'entreprise. Il y a des parallèles qui peuvent être faits aussi sur la vie de la ruche, la hiérarchie qu'il y a dans la ruche, les ouvrières, la reine, les différents postes des ouvrières et la vie dans l'entreprise. Donc il y a plein d'échanges qui sont assez intéressants entre justement la vie dans l'entreprise et la vie dans la ruche. Il y a également donc pour l'entreprise, mais au-delà de l'entreprise, des communications externes qui sont faites. Donc là, par exemple, c'était lors de la fête du miel qui s'était tenue à Aroura l'année dernière. Donc voilà, c'est des éléments de communication externe pour l'entreprise qui sont assez intéressants. On fait aussi beaucoup de communication, alors là c'est plutôt nous qui le faisons, mais on se sert pas mal des expériences qu'on a au travers de nos différentes références. On participe à des congrès internationaux de scientifiques pour communiquer sur les types d'analyses que l'on peut faire sur l'abeille. On a participé à un congrès de chimie, notamment à La Havane en octobre dernier. On a participé à la Caribbean Academy of Science en Guadeloupe également, où on a parlé de ces procédés-là. Et puis à Polytech également. Et la communication externe, là par exemple, il va y avoir un reportage qui va passer sur France O au mois de juin sur les activités du centre spatial en termes de surveillance environnementale. Et donc l'abeille va être présente également. Voilà. Donc, j'en ai fini sur la présentation globalement de la biosurveillance en général. Maintenant, voyons un petit peu ce qui se passe au niveau du centre spatial. Donc, la première étude que l'on a faite en 2016 a permis d'exclure un site témoin, parce que comme on démarrait, il fallait bien qu'on valide et on qualifie les sites témoins qu'on allait utiliser et les sites exposés. Donc on avait pris un site témoin sur le site d'Ébène et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait de l'anthropisme qui était présent et ce n'était pas un bon site témoin, ce qui fait qu'on l'a écarté. Et les années suivantes, on a utilisé toujours le site témoin de la Césarée.
Donc, ce qu'on a montré, c'est que la plupart des particules retrouvées sur le corps de l'abeille, elles étaient d'origine environnementale, aluminosilicate, calcaire, sable. Mais on a également, donc ça c'est la majorité, elles sont naturelles, mais on a également des particules d'origine industrielle, alors qui demeurent à l'état de traces, hein, mais qui sont présentes. Donc on a par exemple eu du fer, de l'aluminium, principalement des métaux, hein, du titane. Donc ça, c'est des éléments métalliques qu'on retrouve assez régulièrement. Donc ce n'est pas très étonnant d'en retrouver, hein, clairement, même quand à partir du moment où on a des installations industrielles, on a forcément de la corrosion, on a forcément des éléments métalliques qui vont se retrouver dans les particules. Mais on retrouve également quelques éléments un petit peu originaux, alors toujours en très faible quantité, mais n'empêche que l'avantage de cette méthode, c'est qu'on va très très loin dans le niveau analytique et qu'on arrive à retrouver des éléments comme du cuivre, du nickel, du chrome, du KCl. Alors il y a des produits dont à chaque fois qu'on trouve un produit, on essaye de voir d'où il peut provenir. C'est aussi tout l'intérêt de la communication avec le centre spatial, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est ça l'intérêt de la biosurveillance. C'est pas seulement de constater qu'il y a des choses qui se passent, c'est d'essayer de voir d'où ça peut provenir et de voir s'il y a des correctifs à apporter. Par exemple, on a vu qu'il y avait certains produits qui étaient typiques de certaines peintures. Donc là, clairement, voilà, il y a une interrogation qui se pose, à savoir si on continue avec ces produits ou non. Cette année, par exemple, en 2019, on va travailler sur les pesticides, chose qu'on n'avait pas faite jusqu'à présent au centre spatial. Mais comme le centre spatial a, au niveau de l'entretien des voies de communication, etc., il y a de l'utilisation de produits phyto, donc c'est intéressant d'utiliser ça, et c'est pour la raison pour laquelle on va utiliser les Apis mellifera, puisque je vous rappelle que les pesticides, on les trouve principalement dans les cires, et qu'avec nos petites mélipones, on n'a pas de cire qui nous permettent de faire cette recherche. Donc les travaux sur le miel ont montré que ce produit des ruches présente sur le CSG répond aux normes sanitaires françaises. Donc le miel, alors malheureusement, les miels de mélipone, il y en a très très peu, donc on ne peut pas l'exploiter. Mais n'empêche, c'était intéressant de voir si ce miel était comestible ou pas. Et donc on n'a rien trouvé dans le miel. Sur le suivi pondéral qu'on fait donc avec ce système de balance, on a toujours eu des ruches, on n'a pas perdu, on va dire, de ruches. Déjà, c'est un signe, hein. Il n'y a pas de ruches qui ont disparu. Nos ruches sont toujours en place, nos colonies sont toujours en place, et en plus, elles ont tendance à prospérer, à augmenter en poids. On l'a vu tout à l'heure sur les courbes. Donc sur les biomarqueurs, donc je vous ai fait un petit point tout à l'heure. Donc on a vu sur un tir des variations avec un témoin, et puis sur d'autres tirs il n'y avait aucune variation. Donc c'est très difficile de tirer des conclusions. N'empêche qu'on voit que dans certaines conditions, on peut avoir une réponse on va dire sur la vie de l'abeille à un stress environnemental. Donc voilà. Donc globalement, donc on a en 2018, on a travaillé donc sur les particules, sur les biomarqueurs, donc ces protéines oxydées, et sur un suivi pondéral. On n'a pas fait d'analyse de miel en 2018. En 2017, on avait des bons résultats, donc on l'a pas fait. Et par contre, là sur 2019, ce que je vous disais, on va travailler sur les cires. Voilà. Une chose importante aussi, c'est que cette méthode de biosurveillance de la qualité de l'air par l'abeille intègre la norme ISO 14001 que le centre spatial utilise. Donc c'est un indice environnemental qui intègre complètement ce niveau normatif. Donc là, je vous présente quelques photos des ruches devant en place, hein, donc sur les différents sites. Donc l'année dernière, on a fait 3 prélèvements en juin, en août et en octobre.
Donc, qu'est-ce qu'apporte, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu, parce que le CSG fait un certain nombre d'analyses de la qualité de l'air avec des méthodes traditionnelles. Donc, l'intérêt de la biosurveillance, c'est que c'est un travail déjà sur les vivants et sur une communauté facilement maîtrisable. Une ruche, c'est assez facile. C'est plus facile que, par exemple, aller travailler sur des oiseaux qui, eux, volent, etc., et ne sont pas canalisés dans un lieu donné, dans une boîte. On a également, en termes de différence par rapport aux méthodes traditionnelles, une identification précise des particules en termes de composition atomique. On a un niveau d'échantillonnage incroyable, puisque vous avez vu, nos abeilles fonctionnent comme des mini-drones qui vont chercher de la particule. On a une notion de bioaccumulation qu'on n'a pas avec des méthodes traditionnelles. Donc ça, c'est quelque chose aussi très intéressant. Et puis, on arrive à faire de la communication environnementale avec ce système-là beaucoup plus facilement qu'avec des méthodes traditionnelles techniques. Je vois pas que... Enfin, aujourd'hui, j'ai des enfants dans la salle, je suis ravi. Ce type de présentation peut être faite auprès d'enfants. Des méthodes traditionnelles, j'en doute. Donc, l'intégration dans la norme 14001, et puis également... c'est un outil qui non seulement sert à évaluer l'impact sur l'environnement d'une activité industrielle, mais en l'occurrence pour le centre spatial, c'est intéressant aussi parce qu'ils ont vous avez deux lanceurs avec des combustibles différents, et donc c'est intéressant de pouvoir avoir un type de capteur comme l'abeille pour pouvoir estimer la différence d'impact qu'il peut y avoir entre un lanceur comme Soyuz qui utilise des combustibles un petit peu comme l'aviation civile, on va dire, et puis Ariane Vega qui utilise un autre type de combustible. Donc, je vais passer maintenant la parole à Jean-Philippe, qui va vous parler un petit peu de la mélipone, donc cette abeille qu'on utilise au centre spatial et qui est une abeille locale. Bonjour à tous. Donc c'est moi qui m'occupe de mettre en place les ruches et de faire les prélèvements. Je suis en Guyane depuis quelques années. J'ai d'abord fait une petite dizaine d'années sur l'entomologie en général. Et puis là, je me penche de plus en plus sur les abeilles depuis 5-6 ans. Et puis notamment avec le collègue Nicolas dans ce programme qui a été mis en place en Guyane. Donc les mélipones, c'est des abeilles qui sont natives des pays tropicaux. Les abeilles apis n'existaient pas à l'époque sur les Amériques, ils sont arrivés avec les colons qu'ils ont introduites. Les Amérindiens maîtrisaient déjà cette abeille, mais plus en cueillette, et un petit peu les Mayas avec ce qu'on appelle des ruches traditionnelles. Donc c'était des morceaux de tronc tout simplement qui étaient retirés. Et les colons, quand ils sont arrivés avec leur apis, ont vu qu'il y avait une très petite production de miel avec ces mélipones, et c'est pour ça qu'ils ont privilégié de ramener des apis. En Guyane, c'était un petit peu utilisé en cueillette aussi par les Amérindiens, mais très peu connu par tous les créoles et européens. On se repenche dessus depuis une quinzaine d'années. Et ça s'intégrait très bien dans ce programme parce que l'abeille apis qu'on a localement est un peu agressive. Et dans ce style de programme, en les plaçant proches de sites où des gens vont travailler, c'était pas dans une bonne configuration. Pardon. Donc là, c'est pour vous donner un peu, c'est les différents genres de mélipones. Donc on a sélectionné une mélipone qui a des caractéristiques au niveau morphologique un peu identiques à l'apis, dans le sens où on a besoin du duvet qu'il y a sur le thorax. Il y a des mélipones qui sont très petites avec beaucoup moins de duvet et qui n'auraient pas joué ce rôle de capteur biologique. Les différences qu'il y a donc entre une colonie sauvage et une ruche, on essaye de respecter les façons de construction. Donc là, on voit une ruche d'apis naturelle avec des constructions de cire qui sont verticales, et les mélipones qui vont avoir des constructions horizontales. Dans la complexité et surtout les grandes variations de construction de la mélipone, on peut voir au-dessus un nid assez bien construit avec des beaux rayons et des pots de stockage, et en dessous un peu plus anarchique au niveau des constructions.
Donc c'est ce que je vous disais, on respecte à la mise en ruche les façons de bâtir. Chez Apis, on voit bien en bas qu'on a conservé la façon naturelle d'avoir son couvain en dessous et la production au-dessus. Donc c'est ce qui a été respecté dans les ruches traditionnelles, enfin les ruches qu'on connaît tous dans les ruchers. Et pour les mélipones, de la même façon, on a respecté cette façon d'avoir ce couvain en dessous et puis les pots de stockage au-dessus qui peuvent être aussi bien de pollen ou de miel. Quand Nicolas soulevait tout à l'heure qu'on avait des difficultés à proposer le prélèvement de cire pour faire les analyses de produits chimiques, les pots, on a du mal à les prélever. Ce n'est pas des constructions de petites alvéoles comme les Apis, d'où la raison pour laquelle on a mis 3 ruches d'Apis cette année pour ces prélèvements. Après, dans les différences qu'il peut y avoir aussi, une larve d'Apis va être alimentée continuellement pendant tout son cycle larvaire. Alors que chez Mélipone, la reine va pondre un œuf. Les ouvrières vont mettre le stock de manger qu'il y a besoin pour toute la larve. La reine va pondre et on opercule tout de suite. Ça limite aussi la propagation de maladies que d'aller alimenter une larve continuellement toute la journée. Dans les essaimages, chez les Apis, c'est la vieille reine qui va partir avec une partie des ouvrières et va se recréer dans la colonie une nouvelle cellule royale avec une reine. Chez les Mélipones, il va y avoir une relation entre la colonie mère et la colonie fille. La colonie mère va commencer à faire les constructions de la colonie fille. Une nouvelle reine va être produite dans la première colonie, la colonie mère, va faire son vol de fécondation, puis aller dans la nouvelle colonie. Et il va continuer à avoir une relation entre la colonie mère et la colonie fille pendant plusieurs mois, jusqu'à celle-ci devienne indépendante. La variété de nidification et d'alimentation, ça provient de la taille de l'abeille qui peut varier de quelques millimètres, de 1,8 à 1,5 à 15 mm, ce qui leur permet d'aller dans des plantes complètement différentes. Et au niveau de l'aedification, aussi bien d'aller bâtir leur colonie dans des trous de tatou abandonnés que dans des nids de fourmilières termitières actifs ou inactifs, que dans des troncs creux ou en extérieur. Les pots de miel peuvent varier en conséquence de la taille des abeilles. Donc ça peut faire des pots de 5 mm à 40 mm. Et on comprend bien que quelqu'un qui veut extraire un petit peu de ce miel va privilégier des pots un peu plus gros, sachant qu'on va tous les prélever un par un, comme on a vu tout à l'heure à la seringue. On ne peut pas passer avec un désoperculateur et mettre dans une centrifugeuse. La taille des colonies, elle peut varier de quelques centaines d'individus à plusieurs centaines de milliers. On a 600 espèces dans le monde, comparément aux Apis où on n'a que 7 espèces. On en a plus de 300 néotropicales et actuellement 80 sont recensés pour la Guyane. Chez les Apis, quand à l'émergence de l'adulte, la cellule va être simplement nettoyée pour pouvoir que la reine puisse y répondre, alors que chez la Mélipone, la cellule va être détruite et reconstruite avec de la nouvelle cire. Ce qui fait que quand vous intervenez dans une colonie, il n'y a jamais le couvain au même endroit, puisque ça évolue toujours. Il y a une partie qui est en cours de destruction et l'autre en partie en construction. Grosse variation au niveau du miel aussi, où le miel d'Apis a un taux de pourcentage de 18% d'eau, alors que chez Mélipone, on passe à plus de 30%. Ça implique que le miel de Mélipone se conserve beaucoup moins bien. Et par contre, ça développe une production d'eau oxygénée et d'acide gluconique qui sont 2 antiseptiques puissants. Les Amérindiens le connaissent bien, les Brésiliens l'utilisent aussi beaucoup au niveau pharmaceutique, alors qu'ici on n'a pas encore trop cette démarche de ce miel au niveau pharmaceutique. En Guyane actuellement, c'est une filière qui est un petit peu dans des essais. On est encore à essayer nos modèles de ruches, par exemple au Brésil qui a beaucoup développé cette activité. Pour la même espèce d'abeille qui va être dans le nord du pays ou dans le sud du pays, va travailler en termes de volume avec des volumes différents. Donc la dimension de la ruche est importante, mais en termes de volume. Après, la forme n'est pas spécialement importante puisque on n'a pas de cadre à extraire ou autre.
Et pour mettre en place cette filière, il faudrait créer un nouveau produit, parce que le miel, au niveau de la législation, n'existe pas. On a légiféré au niveau mondial que sur le miel, comme un produit étant issu de l'abeille Apis, et puis en légiférant que le taux de ce produit ne dépasse pas 20% de taux d'humidité, et comme on l'a vu, il en fait plus de 30. Les perspectives sont de démarrer une nouvelle activité avec un label bio. Le prix du miel est très élevé pour les mélipones dû à peu de production et puis les spécificités de sa conservation. Elle peut être utilisée aussi pour la pollinisation de beaucoup de cultures par rapport à ses différentes tailles. Et puis pour l'éducation, où on peut amener des enfants au bord des ruches sans combinaison et puis aborder plein de sujets différents. Et puis, comme vous l'avez vu aussi, indicateur de l'environnement. C'est peut-être à toi de prendre le relais, là. Je sais pas. Donc, outre l'aspect de la biologie de la mélipone que vient nous préciser, nous expliquer Jean-Philippe, on tente aussi en Guyane et par le biais de projets comme celui-ci sur le centre spatial, d'essayer d'apporter de la connaissance sur ces abeilles assez méconnues en Guyane. Et donc, notamment Jean-Philippe a participé à de nombreuses publications dans le domaine, des publications grand public et puis des publications un peu plus techniques. Donc là, vous voyez quelques exemples. Donc, par exemple, dans une saison en Guyane, il y avait eu un article de 6 pages sur le sujet. Donc, sur les résultats et les perspectives, c'est un programme qu'on a initié sur le centre spatial en 2016, avec finalement peu de ruches. On avait 12 ruches initialement. En 2017, on a vraiment déployé beaucoup de ruches pour développer toutes les actions entreprises en 2016. Et puis sur 2018, on a réduit le nombre de ruches. Alors ça ne voulait pas dire qu'on réduisait le projet, simplement on a réorienté des ruchers qui avaient des zones qui avaient tendance à se recouper. On a privilégié de développer plus d'analyses et d'avoir un peu moins de ruchers en place. Et sur 2019, eh bien, on a gardé les différentes aires de répartition qu'on a déployées sur les autres années. Simplement, on a ajouté également, et ça c'est tout nouveau cette année, on a mis en place des ruchers également sur Kourou et sur Sinnamary, c'est-à-dire pour voir un petit peu également les impacts que l'on pourrait avoir au niveau des zones habitées en dehors du centre spatial. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça va nous apporter des informations supplémentaires. On a également, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, déployé des ruches d'Apis mellifera pour le suivi des activités d'établissement du CSG, notamment sur l'usage des pesticides. Donc, les perspectives, outre l'aspect de la Guyane et du centre spatial, il est clair que pour nous, le fait d'avoir ces références au niveau du centre spatial et tout le développement que l'on a fait au niveau d'un complexe industriel comme celui-ci, nous a permis de pouvoir nous exporter. Et aujourd'hui, donc notre petite entreprise de Guyane, on arrive à faire 30% de notre chiffre d'affaires à l'export en exportant notamment cette technologie au niveau d'industriels d'importance, comme alors beaucoup de Français, puisque c'est une technologie française, donc les entreprises françaises sont intéressées par ces technologies. Donc on a Total, Air Liquide, Vinci Airport, mais aussi, on a également des entreprises, des industriels, là en République dominicaine en l'occurrence, des entreprises dominicaines qui sont intéressées. Le ministère de l'Agriculture va vraisemblablement, on n'a pas encore la confirmation, mais va vraisemblablement imposer aux agriculteurs bio de mettre en place des ruches
pour avoir un suivi et une garantie que ces productions soient bien biologiques. On va développer également donc, sur 2019, notre petite entreprise de Guyane, une antenne en Colombie. En Colombie, il y a un tissu industriel très important et des problématiques de qualité de l'air très très fortes sur toutes les zones urbaines, que ce soit Bogota, Cali ou Medellín. Et donc, on est en train de développer une antenne sur la biosurveillance. Donc, on la développe vraiment à partir de cette technologie-là sur la Colombie. On a pour ça signé une convention avec l'université del Quindío, qui nous permet également d'avoir une structure scientifique sur laquelle s'appuyer pour notamment faire tout ce qui est prélèvement. En Guyane, cette technologie, on l'a également utilisée dans le cadre d'un programme Ecophyto et sur cacao, où on a pu travailler avec alors, en l'occurrence des abeilles Apis mellifera sur les pesticides. Voilà, donc ça c'est un exemple d'installation qu'on a fait pour Air Liquide, où on voit qu'on fait de la communication directement auprès des ouvriers, des employés de l'usine. On a reçu cette année à Polytech donc un prix justement sur cette technologie qu'on arrive à exporter, donc c'est un trophée des éco-entreprises exportatrices. Et donc, eh bien, donc on a pas mal d'évolutions. On est en train également de développer, vous l'avez vu en bas, un prototype pour faire du comptage d'abeilles et un système d'alerte en direct. Voilà. Et donc ça, c'est quelques références en France métropolitaine et dans le monde. Donc pour conclure, je vais vous présenter un petit film, mais vraiment super court, d'une minute, où on a fait une petite expérience. On s'est amusé à mettre une caméra dans la ruche et une caméra à l'extérieur de la ruche au moment d'un lancement. Et pour voir un petit peu le comportement, parce que c'est bien beau de travailler sur les protéines de l'abeille, sur le miel, sur les cires et sur les particules, mais c'est intéressant aussi de voir un peu la réaction des abeilles au moment d'un vol, d'un tir, pardon. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc là, on voit la gardienne. Donc on entend le tir. On voit que la gardienne, elle est un petit peu interloquée. Elle regarde un petit peu ce qui se passe, mais à l'intérieur, l'activité est la même. On va voir quelques ouvrières qui rentrent à la ruche. Là, on les voit là. Mais bon, elles ne sont pas plus affolées que ça. Voilà, il y en a un qui rentre. Mais le travail continue, quoi. Donc la perturbation, en tout cas éthologique, elle n'est pas flagrante. Hein. On voit que la vie suit son cours. Voilà. Donc je suis à votre disposition si vous avez des questions sur le sujet. Merci. Merci en tout cas pour la présentation. Je voulais savoir, vu que vous avez installé des apis, est-ce que vous avez remarqué, je ne sais pas si vous les avez installés au même endroit que les mélipones, et est-ce qu'elles se font un peu concurrence ou est-ce qu'elles interagissent, les deux espèces, ou est-ce qu'on peut installer une ruche d'apis à côté d'une ruche de mellifera, une ruche de mélipone, et la vie continue pour les deux ruches?
Alors, en l'occurrence, là, on ne les a pas installés au même endroit, mais du coup, je vais laisser répondre Jean-Philippe, qui a installé les ruches, ça fait pas très très longtemps, et du coup, qui va pouvoir vous en dire plus. Donc, elles ont été installées au niveau du sentier ébène. Sur cette zone, il y a 3 ruches de mélipone et 3 ruches d'apis, mais qui sont espacées d'environ 500 mètres. Et vu la zone, il n'y a pas de concurrence et de pression entre les espèces. Maintenant, il ne faudrait pas s'amuser à sursaturer de ruches une zone, mais en l'occurrence, 2 fois 3 ruches de chaque espèce, enfin 1 fois 3 ruches de chaque espèce, non, il n'y a pas d'interaction. Naturellement, ça se produit. Et voilà. Je n'ai pas de notion des distances, mais sur Ariane Vega, elles sont sur le Carbet Tangara. Alors, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. C'est moins d'1 kilomètre. Et pareil, ouais. Et puis Soyouz, c'est, je ne sais pas, la distance entre le capteur d'air, on est dans la même zone. Ouais. Ouais. Vous avez parlé de votre activité dans la zone caraïbe. Mais qu'en est-il en métropole? Alors en métropole, c'est très très utilisé, comme on voit sur cette carte. C'est très utilisé par des activités vraiment très diverses. C'est-à-dire qu'il y a des communes urbaines qui s'équipent de ruches pour faire de la biosurveillance, notamment de tout ce qui est particules fines liées à l'activité urbaine. Par exemple, la ville de Monaco a des ruches. Il y avait malheureusement des ruches sur le toit de Notre-Dame qui étaient biosurveillées également. On utilise la biosurveillance beaucoup, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans le domaine des incinérateurs, parce que là on a des molécules qui sont produites, des molécules qui sont intéressantes de suivre. On l'utilise aussi beaucoup dans le domaine de l'eau. Alors il faut savoir qu'une ruche d'apis va consommer à peu près 100 litres d'eau par an. Donc il y a une accumulation de contaminants qui peuvent provenir de l'eau qui sont suivis. Et là, on voit sur la carte, et on a pas mal de références Veolia, parce qu'on a pas mal de centres de stations d'épuration qui sont équipés en biosurveillance. Les aéroports, on a Lyon-Saint-Exupéry, par exemple, qui est équipé de ruches. C'est un peu grâce à cette référence que j'ai pu équiper l'aéroport de Saint-Domingue aussi. Parce que justement, on a des très bons retours là-dessus. Là, je vois, il y a le circuit Paul Ricard dans le sud de la France qui est équipé aussi pour voir un petit peu l'impact. Donc, je dirais, il y a beaucoup d'entreprises agroalimentaires aussi. C'est tellement transversal comme méthode qu'on peut vraiment toucher des activités très diverses. Et on essaye de s'adapter, en fait, à la fois à l'activité, en termes de recherche, en termes d'analyse, et puis à la fois aussi en termes de moyens du client. Parce qu'un producteur de bananes en République dominicaine, il n'a pas les mêmes moyens qu'un Veolia en région parisienne, par exemple. Donc on essaye d'adapter aussi notre travail en fonction aussi du potentiel du client à qui on a affaire. Moi, j'avais une deuxième question. C'était vous disiez que vous aviez installé des ruches à Kourou et à Sinnamary. La question que je me pose, c'est comment est-ce que je peux faire la différence si je trouve des traces d'activité humaine entre les activités qui sont liées à l'urbanisation de Kourou et celles qui sont vraiment liées à l'activité de la base spatiale? Alors, à chaque fois, en fait, on va toujours comparer. On ne va pas comparer l'une et l'autre. On va comparer l'une avec le témoin et l'autre avec le témoin. Et puis, l'idée, c'est de voir si on a des produits qui sont qu'on a identifiés sur la base spatiale et qu'on retrouve dans ces zones urbaines, on peut assez facilement se dire peut-être que ça provient du même endroit, enfin que
la cause, on peut identifier la cause. Mais là, je n'ai pas de réponse pour le moment à vous donner, puisqu'on vient d'installer les ruches et qu'on n'a pas encore fait les prélèvements. Mais il est certain que on risque de retrouver au sein de ces deux communes des contaminants qui sont typiquement liés à une activité urbaine. Alors, en tout cas pour Kourou, peut-être un petit peu moins sur Sinnamary, où on a quand même, on est sur un petit bourg. Mais il est probable que sur Kourou, on retrouve des choses qu'on a l'habitude de retrouver dans des zones urbaines. Et puis voilà, je ne veux pas faire de prédictions, mais c'est tout l'enjeu justement de cette manip. Et ça répond aussi à une demande sociétale, c'est-à-dire que dans les échanges qu'on a eus avec le centre spatial, et notamment il y avait aussi des gens de la communication. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'on arrive à regrouper des spécialistes environnementaux, des gens de la communication, des opérateurs, etc. Et en croisant un petit peu la spécialité de chacun, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande sociétale de vérifier que dans les centres urbains, on n'avait pas d'impact environnementaux liés à l'activité du centre spatial. C'est pour ça qu'on a mis en place ces ruches dans ces deux localités. Je vais juste faire un petit complément, justement, parce que si on a choisi de les mettre à Kourou et Sinnamary, c'est justement parce que toutes les méthodes qu'on a utilisées jusqu'à présent montrent qu'on n'a pas d'impact au-delà d'1 kilomètre, 1,5 kilomètre autour des pas de tir. Et c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, oui, mais comment ça se fait, etc. Donc, on a besoin tout le temps de prouver un peu que par différentes méthodes, on a les mêmes résultats, en fait. Donc, jusqu'à présent, effectivement, on n'a pas d'impact sur Kourou et sur Sinnamary, on n'en a pratiquement pas sur le CG. C'est pour ça aussi qu'on a un milieu qui est quand même bien préservé. Et l'idée, c'était de le reconfirmer avec l'utilisation de l'abeille à Kourou et à Sinnamary. Donc c'est clair qu'on va très certainement retrouver des impacts liés à l'urbanisation, la voiture, les activités, on va dire, classiques. Mais c'est toujours bien de pouvoir le montrer aussi par l'abeille, vu que là, ça permettra de mettre un point supplémentaire sur ces données-là, quoi. Oui, déjà, je voudrais vous remercier pour vos explications et me confirmer, si j'ai bien compris, que l'abeille apis avait été importée en Guyane. Et enfin, il me semble qu'elle existe aussi naturellement, quoi. Il y a des essaims qui doivent exister naturellement. Et est-ce que naturellement, elle cohabite aussi avec la mélipone? Est-ce qu'on les retrouve Non, je confirme qu'elle n'existait pas dans les Amériques. Elle est bien arrivée avec les colons. Elle s'est super bien adaptée, donc on l'a retrouvée partout, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et il y a eu cohabitation. Maintenant, de ce que moi j'ai pu voir en Guyane, c'est que la mélipone est vraiment l'abeille native qui est partout, qui a colonisé tous les milieux forestiers. Et pour m'être bien promené dans les bois locaux assez profondément, j'ai très rarement vu de l'apis, alors qu'elle est, pour moi, c'est une abeille plus urbaine. On va beaucoup la retrouver où ça a été habité, où il y a eu des sentiers, des routes. Maintenant, dès qu'on est en forêt profonde, vous allez voir la mélipone, mais pas d'apis. Donc, je dirais que chacune a un peu son milieu de prédilection, mais je confirme que c'est une espèce invasive qui a été introduite. Et le frelon asiatique ne vous pose pas de problème dans vos expériences? Pour l'instant, non, il n'est pas encore arrivé, mais on a eu le varroa qui est arrivé en Guyane en 2002. Et bon, peut-être en sortant un peu du cadre, qu'est-ce qu'il en est des abeilles tueuses? Vous voulez dire l'abeille africanisée? Oui, je crois que c'est ça, oui. Parce que tueuse, si vous êtes allergique, que ce soit une piqûre d'abeille, de scorpion, de guêpe, vous êtes allergique. Et puis, deuxième problématique qui peut causer la mort, c'est ce qu'on appelle l'overdose de venin, où là, vous avez plusieurs centaines, voire milliers de piqûres, et là, vous êtes en overdose. Donc, effectivement, il y a eu quelques cas, mais recensés via le SAMU, on en est à 1 mort. Je parle humain. Après, des animaux, on a beaucoup plus de cas, chiens. Mais quand la bête est accrochée à 2 mètres de laisse, ça lui laisse peu de chance de partir. Donc, tueuse, oui, c'est un terme qui me dérange un petit peu. Agressive, oui, je suis d'accord.
Mais voilà, on arrive à bien la travailler. Notre apiculteur qui est sur Sinnamary la travaille depuis 30 ans. Il y a ses enfants qui sont sur l'exploitation. Il n'y a jamais eu de problème. Ok, merci. J'ai une question concernant la Colombie. Vous avez dit que vous allez vous implanter là-bas. Comment vous faites? Vous emmenez vos propres ruches, vous, d'ici, où il y en a là-bas sur place, et vous faites justement vos expériences par rapport au matériel et aux abeilles locales? Oui, alors c'est une bonne question parce que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est que ce qui, moi, m'a séduit dans cette méthode, c'est le fait de travailler avec des apiculteurs locaux. Donc ici, en Guyane, ma référence, c'est Jean-Philippe. En République dominicaine, j'ai une apicultrice avec qui je travaille depuis pas mal de temps. Et donc je m'appuie toujours sur un réseau d'apiculteurs. Ça, c'est la première chose. Et puis, ça permet aussi de valoriser beaucoup des apiculteurs qui ne font que produire du miel pour certains et qui, en travaillant sur ce projet-là, finalement, ont une activité économique un peu différente, une implication environnementale aussi qui est très intéressante. Et là, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je suis là donc avec Jean-Philippe, mais en même temps, à l'aéroport de Saint-Domingue aujourd'hui, j'ai un de mes agents qui est sur place avec notre apicultrice et qui vend du miel dans le terminal et qui m'a dit non, moi je veux pas que vendre du miel, je veux aussi passer des messages environnementaux, voilà, elle est impliquée. Et donc ça, c'est très important par rapport à ce projet-là. Et donc sur la Colombie, j'ai d'abord regardé s'il y avait un besoin commercial, s'il y avait des entreprises, etc., qui étaient intéressées. Donc j'ai rencontré, par une mission que j'ai faite avec Business France, des entreprises comme Argos, qui est un grand cimentier d'ailleurs. La ciment guyanais appartient au groupe Argos de Colombie. Des gens comme Veolia, comme General Motors, etc., sur Cali, Medellín et Bogota. Mais j'ai aussi regardé s'il y avait des apiculteurs. Et donc, on a rencontré la Fédération des apiculteurs de Colombie. On a passé donc une convention avec l'Université del Quindío qui travaille sur l'apiculture au niveau scientifique. Et au mois de juillet, là, j'y vais une semaine parce qu'il y a un salon qui s'appelle Agri-Expo, et durant lequel le but, c'est qu'on puisse tisser des partenariats avec des apiculteurs. Donc le travail avec des abeilles locales et des apiculteurs locaux, il est fondamental. Un projet comme ça ne peut pas marcher si on n'a pas cette interface avec justement ce monde de l'apiculture. Et c'est justement, merci de m'avoir posé cette question parce que je l'ai pas beaucoup développé, mais ça fait vraiment partie du cœur du projet, ça. Merci beaucoup. Oui, vous avez parlé du varroa tout à l'heure. Il n'existait pas donc avant 2002 ici. Comment est-ce qu'il touche de la même manière les deux races d'abeilles? Pour l'instant, il a été recensé que sur Apis. La façon dont il est arrivé, on ne sait pas, mais sûrement par des importations de rennes, soit au Brésil, soit en Argentine, où il y a des gros producteurs. Il ne semble pas que la mélipone soit impactée. On ne l'a jamais trouvé dans une ruche. Et au niveau scientifique, ça a été recensé dans aucun autre pays d'Amérique du Sud où la mélipone est présente. Par contre, on a une autre problématique qui est en train de nous arriver dessus gentiment, qui est le petit coléoptère de la ruche, Athenia timida, qui redescend doucement de l'Amérique du Nord vers l'Amérique du Sud. Et il a été recensé là dans une ruche de mélipone à Cuba. Donc là, on a une autre petite bébête qui va nous arriver dessus un jour ou l'autre. On ne sait pas quand, mais ça nous arrive dessus. Vous faites des études, mais les résultats sont disponibles quelque part ou... Les résultats sont disponibles quelque part de vos études? Oui, sont sur Internet. D'accord. Alors, on a sur le site Internet du CG, CNES-CG. Ouais. Donc, vous pouvez les retrouver là. Merci beaucoup. Ouais, merci.